Et on passe tout de suite à la deuxième intervention de M. Lazare Elundou, qui est directeur adjoint de la division du patrimoine de l'UNESCO, qui va nous parler de la stratégie justement de l'UNESCO pour le relèvement et la reconstruction des villes historiques. Donc il va nous présenter la stratégie de l'UNESCO et faire un point sur l'action de l'UNESCO en situation de conflit notamment. À vous la parole. Merci Christophe, bonjour à tous. Je voudrais avant de commencer déjà encore une fois remercier Marie Lavandier et Zaki Aslan qui nous convient à cet important événement. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour souligner avec beaucoup de plaisir ma grande satisfaction de voir dans la salle des personnes qui m'ont beaucoup inspiré au cours de ma carrière. Je suis toujours content de les voir, ça fait beaucoup plaisir. Je pense à Mounir qui est là, qui est dans la salle. Je pense à Jacques Tabé, je pense à Thierry Geoffroy aussi qui est là, et puis Samir Abdullah. C'est vraiment encore un plaisir. Ces personnes qui continuent de nous inspirer par leur sagesse, leur engagement, leur professionnalisme, leur intégrité, qui sont des choses aujourd'hui qui deviennent de plus en plus rares. Et je suis aussi particulièrement content, je ne ferai pas de PowerPoint, mais donc ce qui permettra effectivement peut-être de m'écouter. J'espère que je serai aussi éloquent. Mais je voudrais profiter pour dire que je suis encore très heureux parce que cet événement arrive un mois après la conférence d'Abu Dhabi, où certains d'entre vous étaient présents. Moi, je n'étais pas, mais c'est quelque chose de très important de continuer de réfléchir sur la reconstruction et la sauvegarde du patrimoine culturel en zone de conflit, où la France a joué un rôle assez important. Donc, avant d'aborder avec vous l'action que mène l'UNESCO dans les situations de conflit, qui seront bien sûr complétées demain par certains messages que donnera Mechtil Rossler, la directrice de la division du patrimoine et du centre du patrimoine mondial, qui nous rejoindra ce soir également. Je voudrais quand même profiter pour rappeler que ces destructions continuent. On vient encore d'avoir des informations très récentes de la destruction encore à Palmyre il y a quelques jours. Donc, je voudrais qu'on garde quand même cela toujours en tête, que c'est une question il faudra qu'on continue de réfléchir parce que ça ne s'arrête pas. Ce qui se passe est terrible. Je ne voulais pas utiliser le mot, mais effectivement, c'est terrible. Je voudrais rappeler la situation humanitaire dramatique qui se traduit aussi par des milliers de victimes, d'innombrables souffrances, l'exil, le déplacement des populations, des drames humanitaires d'une échelle que le monde n'a plus connue depuis la Deuxième Guerre mondiale, si je peux dire. On parle de nettoyage culturel, c'est encore plus vrai aujourd'hui, parce que cette destruction délibérée du patrimoine culturel dans les pays touchés par les conflits deviennent des dommages collatéraux importants et même quelquefois irréversibles. Tous ces bâtiments qui représentent un patrimoine extrêmement riche, toutes ces villes historiques qui sont importantes aujourd'hui, qui nous racontent une histoire extrêmement riche, sont détruits. Plus la peine de vous rappeler ce qui se passe en Syrie, en Irak, au Yémen, en Libye, au Nigeria aussi, je voudrais le rappeler, et bien sûr au Mali, où on observe tous ces champs de dévastation terribles parce que l'on veut nettoyer la culture. Donc, je voudrais aborder la question de la destruction intentionnelle du patrimoine culturel qui ne va pas sans les besoins de persécution, d'anéantissement perpétrés par des groupes fanatiques armés dans les pays que je viens de citer à l'encontre des communautés, surtout. Ce sont des attaques contre la culture et la diversité culturelle.
Bien sûr, nous sommes tous convaincus dans cette salle que ces agissements ont pour but la destruction de l'identité culturelle, dans le but de provoquer la peur et répandre dans l'esprit des communautés une idéologie visant à construire des comportements d'extrémisme violent, ainsi que la division entre les différentes communautés en les montant les unes éventuellement contre les autres. Dans cette situation sans précédent de destruction et de prise pour cible du patrimoine culturel dans les conflits actuels, nous ont amenés au fur et à mesure à redéfinir en profondeur notre compréhension de cette question. Je pense que la réflexion que Zaki vient de mener va dans ce sens-là. Et donc à revoir un peu notre modus operandi qui n'est pas encore terminé. Je crois que cette réunion pourra aussi contribuer à approfondir cette réflexion sur la reconstruction. Mais là, nous nous appuyons, et je crois que c'est important de le dire, nous avons déjà une première expérience. Il y a eu l'ex-Yougoslavie, il y a eu l'Afghanistan, il y a eu des reconstructions au Liban, la Palestine, et bien sûr, plus récemment, le Mali, dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Mais avant d'aborder cette question, je voudrais simplement dire que nous commençons un peu à avoir une articulation de différents axes sur lesquels nous travaillons. La première articulation est un peu l'axe diplomatique, qui est quelque chose d'important, bon, bien sûr, qui est mené à l'échelle un peu supérieure par la directrice générale de l'UNESCO, Madame Bokova, au plus haut niveau, où on a été quand même à même de travailler avec le Conseil de sécurité des Nations Unies pour sensibiliser les décideurs, les preneurs de décisions sur l'aspect central de la culture dans les conflits, par des appels à communiquer régulièrement ou par des publications comme par exemple des cartes géoréférencées pour expliquer à tout le monde où se trouve le patrimoine et éviter que même des attaques lors des reprises de ces territoires par les armées puissent cibler le patrimoine. Donc de tels efforts, comme vous savez, au fur et à mesure, ont quand même amené à des changements très significatifs. Je crois qu'on doit rappeler ici que pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, le Conseil de sécurité a donné à une mission de maintien de la paix la responsabilité de protéger le patrimoine culturel en coopération avec l'UNESCO. C'est le cas de la MINUSMA au Mali. C'est la résolution 2100. Et ensuite, on a eu des résolutions successives. Je pense à la 2199, qui est important. Je pense aussi à la 2139 sur la Syrie et bien d'autres. Le deuxième axe est un axe un peu statutaire, qui est absolument important, par lequel l'UNESCO et tous les pays membres mettent en œuvre les outils juridiques internationaux et les différentes conventions, la Convention de La Haye de 1954 et ces deux protocoles, la Convention de 1970 pour empêcher l'exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels, et bien sûr la Convention de 72 du patrimoine mondial. Bon, je ne m'étendrai pas dessus parce que c'est un travail qui se fait. Tous ceux qui vont aux différents comités participent à ces débats. Et ce qui est important, c'est l'axe opérationnel maintenant. Et cet axe opérationnel où on essaye de mettre maintenant en œuvre ces actions concrètes sur le terrain, notamment par le biais de la coordination technique, parce que c'est quelquefois très difficile d'accéder à ces sites qui sont en zone de conflit, même en zone de post-conflit, pour des raisons de sécurité. On n'arrive pas encore à aller suffisamment à Palmyre. Une mission de l'UNESCO vient d'être achevée à Alep,
il y a 2 jours, mais elle n'est pas restée très longtemps, comme vous pouvez savoir, mais elle a permis quand même de faire une idée. Donc, cet aspect est très important du suivi de ce qui se passe sur le terrain, et ensuite de préparation des actions une fois que la situation s'améliore, et de continuer la sensibilisation des États membres, la sensibilisation du public, et de continuer de nous mobiliser un petit peu comme nous faisons. Donc, une fois les conflits terminés, une fois la situation redevenue un petit peu, entre guillemets, acceptable pour pouvoir intervenir, pour pouvoir se poser la question de la reconstruction ou pas. Et pour le cas des villes historiques, cette reconstruction du patrimoine peut jouer un rôle crucial pour le relèvement des communautés qui ont été victimes, pour la reconstitution des fondements même d'une société stable et qui peut devenir aussi prospère. Dans ce sens, reconstruire ou réhabiliter le patrimoine peut aider les populations concernées à récupérer un sens de leur dignité et leur autonomie, à redonner un sens à leur vie et une place dans la communauté internationale, et pourquoi pas même à renforcer ou restructurer un peu ce tissu social qui a été complètement défragmenté pendant ces périodes qui étaient un petit peu difficiles. Mais la reconstruction post-conflit soulève aussi de nombreux défis. Parce que comment on place cette reconstruction par rapport à d'autres enjeux comme les enjeux humanitaires, comme les besoins de première nécessité, tels que les infrastructures sanitaires, etc., l'habitat, les écoles, l'éducation, qui sont des questions que l'on s'est posées à Tombouctou, puisque j'étais le représentant de l'UNESCO pendant 3 ans là-bas. Donc, c'était des questions tout à fait normales, des discussions avec les communautés. Donc, il faut vraiment, et ça, Zaki l'a bien dit, une coordination nationale et internationale importante pour confronter toutes ces questions qui me paraît assez fondamentale. Alors, bien sûr, c'est ce que nous avons essayé de faire au Mali à travers cette reconstruction. Et je voudrais donc, sans oublier un peu tous les autres exemples, je suis content par exemple que Mounir et bien d'autres soient là, parce que des reconstructions, il y en a eu par le passé, des décisions, il y en a eu, de reconstruire ou pas dans certaines zones. Et toute cette somme de décisions nous ont permis en tout cas de baser le cas de la destruction intentionnelle des mausolées et des mosquées, par exemple, de Tombouctou, dans cette grande perspective de regarder un petit peu Tombouctou, la ville. Mais là, donc, la décision a été de reconstruire les mausolées détruits et d'autres bâtiments endommagés selon leur plan initial, mais avec la participation des communautés tout autour. Donc, pour revenir en détail sur cette action que nous avons menée au Mali, la décision de reconstruire les mausolées a été basée sur une série d'analyses issues de plusieurs initiatives qui ont été prises. Il est important de noter que les premiers travaux ont commencé à partir d'août 2013. Mais cela a été précédé de plusieurs initiatives importantes. Il y a d'abord eu, pendant toute la période des destructions, donc entre mai et novembre 2012, plusieurs missions de l'UNESCO, de concertation avec le gouvernement malien, des discussions avec les communautés, avec les leaders religieux, les leaders communautaires, même celles qui étaient basées à Tombouctou, de recueillir leur point de vue sur la situation, de comprendre la signification culturelle et religieuse des mausolées au sein de la société, de déterminer l'ensemble des premières actions prioritaires de réhabilitation
et de conservation. Ensuite, il y a eu une réunion internationale, à Paris cette fois-ci, en février 2013, qui a été quand même l'occasion aussi de poursuivre cette réflexion. Et elle a réuni quand même 200 participants professionnels, y compris des ministres, des gestionnaires de sites, des experts, et surtout des représentants des communautés que l'on avait réussi à amener quand même à Paris pour apporter leur vision de la chose, de cette situation. Et ce plan d'action, effectivement, qui a été adopté à ce moment, a recommandé la mise en place d'un certain nombre de mesures de sauvegarde durable, le besoin dans cette démarche aussi de remettre en place des institutions, de renforcer les capacités et surtout d'aller en détail dans l'évaluation des dégâts qui avaient été causés. Et, cette première mission a en fait été déterminante. Elle s'est déroulée en juin 2013 avec une grande équipe d'experts internationaux, dont je sais que Thierry Geoffroy, qui est ici dans la salle, avait participé effectivement à cette mission que j'avais conduite. Et cette mission va en effet conclure qu'au-delà des dégâts matériels, et ça c'est extrêmement important, au-delà des dégâts matériels, il y a eu d'énormes dégâts psychologiques, même certainement plus importants, qui confirmaient les analyses d'enjeux sécuritaires que l'UNESCO avait craint à ce moment, mais encore le besoin de reconstruire qui venait des communautés qui disaient on ne peut pas survivre si nous n'avons pas nos mausolées reconstruits. Élément extrêmement important. Mais le travail ne s'est pas arrêté là. Il y a eu une documentation des dégâts d'abord, par à la fois photographiques, mais aussi en relevé de plans. Et cela aussi pour l'histoire, pour que le monde n'oublie pas ce qui s'est passé en 2012 à Tombouctou. Cette documentation des dégâts, qui est extrêmement importante, a été suivie par un travail aussi important de collecte d'archives, d'études historiques, de relevés et même de fouilles archéologiques quand c'était nécessaire afin de mieux affiner les savoir-faire constructifs existants. Et après de définir une stratégie de reconstruction qui a été élaborée ensemble avec les communautés pour arriver à une proposition architecturale de l'état physique architectural à obtenir à la fin des travaux en respect du statut de valeur universelle exceptionnelle de site du patrimoine mondial qu'était Tombouctou. Donc c'est cet immense travail de compilation des pratiques et techniques constructives traditionnelles avec la corporation des maçons de Tombouctou, les seuls qui possèdent ce savoir-faire ancestral et qui depuis des milliers d'années sont les seuls à entreprendre ce type de reconstruction, au cours de laquelle donc, des travaux techniques sont réalisés en association avec des pratiques rituelles qui lui sont associées. Donc ces choix constructifs définis et qui ont été arrêtés d'un commun accord avec eux sont ceux qui permettaient de restaurer un peu l'intégrité de ces biens et de reconstruire les mausolées avec les mêmes techniques traditionnelles. Cette reconstruction des mausolées s'est déroulée en deux phases. Une fois que tous ces aspects avaient été réglés, donc une première phase un peu qui était une phase pilote. Cette phase pilote donc, qui permettait d'abord de travailler sur les mausolées les plus simples, donc 2 mausolées, et puis d'affiner la documentation, de développer, d'affiner la méthodologie de reconstruction, parce qu'il faut savoir que cette reconstruction se passe quand même dans un contexte sécuritaire qui est toujours assez dangereux, avec les mouvements terroristes qui étaient quand même à 15 km de la ville. Al-Qaïda repositionné. Donc ce n'était pas très évident de réfléchir un peu sur les logiques de chantier, de mise en place, des capacités d'approvisionnement en matériaux qui n'étaient pas dans la ville, mais bien sûr à l'extérieur, donc avec tous les risques que cela peut engendrer.
Et donc ce travail s'est achevé déjà cette première phase de mars en mai 2014. Et ensuite la deuxième phase, une fois affinée, qui s'est déroulée entre février et septembre 2015, avec bien sûr une inauguration de la reconstruction en présence de la directrice générale de l'UNESCO qui a accepté, qui a souhaité elle-même venir à Tombouctou pour remercier les communautés qui étaient quand même au centre de cette initiative. Voilà. Et enfin, pour véritablement clore la reconstruction qui avait quand même besoin que les communautés reprennent vraiment en main leur patrimoine et se sentent reposséder de leur patrimoine, la question de la signification culturelle, pas simplement la reconstruction de la valeur architecturale, mais la signification culturelle a été essentielle à travers l'organisation d'une cérémonie traditionnelle de sacralisation qui n'avait pas été organisée depuis le XIe siècle. Donc, c'était un moment très important pour les communautés de le faire, afin d'évoquer la miséricorde divine, d'asseoir la paix, la cohésion et surtout la tranquillité. Et ça, c'était vraiment la dernière phase de la reconstruction qui a été menée. Donc, je voudrais conclure en rappelant que ce résultat historique est bien sûr dû à plusieurs facteurs qui se sont extrêmement bien combinés. Tout d'abord, le fait d'avoir placé les communautés de Tombouctou au cœur de cette reconstruction, qui nous ont fait confiance, le fait d'avoir utilisé et collaboré de manière efficace avec le gouvernement du Mali, aussi important, sans lequel il était vraiment difficile d'avancer, le fait d'avoir utilisé les experts nationaux, les plus à même d'aller sur le terrain, les plus à même de comprendre l'enjeu de ce travail-là, le fait de leur faire confiance, de leur dire c'est votre patrimoine, c'est à vous de vous en occuper, a aussi été très important. Et puis la partie internationale qui était extrêmement importante afin de travailler avec ICOMOS, de donner à Cratère le rôle de la supervision technique internationale, ont aussi été importants parce qu'il y avait des rapports à préparer, etc. Donc, tous ces facteurs sont extrêmement importants. Ils sont très, très importants. C'est ce qui nous a permis d'aller jusqu'au bout, mais aussi la collaboration avec la mission de maintien de la paix qui a protégé les missions sur place, qui nous a assuré le transport en avion régulièrement, toute la logistique sécuritaire a été extrêmement important. Et enfin, bien sûr, je ne voudrais pas oublier aussi que le relèvement passe aussi par la justice et que la collaboration que nous avons eue sur le terrain avec les experts de la Cour pénale internationale, que nous avons amené en tant qu'UNESCO la première fois à Tombouctou, a été importante. Et le fait de la condamnation de M. Almadi Al-Faki à 9 années de prison est important, car ceux qui détruisent les biens culturels doivent comprendre qu'il n'y a pas d'impunité. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention.